Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes mardi 13 décembre. Bienvenue à le réseau francophone et émergent. Le réseau émergent est dans le cadre de consolidation des de promotion des évaluateurs émergents pour leur faciliter leur ascension. L'organisation de ce programme s'inscrit donc dans cette logique et nous sommes de recevoir M. Chargé Yakel Diam, héritier est un évaluateur qualifié qui a une expérience riche sur le plan international et qui nous fait l'honneur de nous accompagner aujourd'hui. Bonjour, M. Chargé Héritier Yakel. Bonjour, M. Diop. Voilà, à tout à l'heure, Chargé Héritier Yakel, nous avons Mme Kenza. Aussi a une riche expérience en évaluation et Mme Kenza Demani a été née dans le réseau des évaluateurs émergents. Mme Kenza, bonjour. Bonjour et ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Après, également l'autre ici, Michel Ouedrago. Michel Ouedrago, un spécialiste en évaluation, en suivi évaluation au niveau de la Banque mondiale. Il a été aussi co-coordonnateur du réseau francophone des évaluateurs émergents et a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là et aujourd'hui partagé. Michel, bonjour. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour Ibrahima. Merci beaucoup. Et nous allons également partager avec Mme Linda Rey. Mme Linda Rey est professeure en évaluation de programme à l'ENAP et professeure associée au CESAC au Sénégal. Mme Linda a également une très riche expérience dans ce domaine-là et nous avons l'honneur de la recevoir dans ce panel. Mme Linda, bonjour. Bonjour à vous tous, c'est un plaisir de voir aussi les collègues et un grand bonjour à tous ceux qui sont en ligne et qu'on ne voit pas. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Je pense que moi, c'est Ibrahim Diouf, cette infographie, titulaire d'évaluation. Je suis avec Mme Yakema, à qui je vais laisser la question. Alors, merci Ibrahima. Alors, moi, j'ai une expertise en genre et développement en termes de présentation et je suis également évaluatrice émergente. Alors, la toute première question, c'est que nous réunissons aussi aujourd'hui. Nous avons 3 thèmes essentiels. Et le premier thème, c'est au niveau de quelles sont les transformations environnementales, humanitaires, sanitaires, sociales, économiques qui influent sur l'évaluation et sur les réseaux des évaluateurs émergents. Alors, je viens tout de suite poser la question à Serge. Pour vous, quelles sont les influences de transformation sur le plan sanitaire, économique et humanitaire qu'on peut avoir sur l'évaluation? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce point? Merci beaucoup, Madame Diabaté. Déjà, bonjour à tout le monde, bonjour chers collègues. Déjà, je voudrais d'entrée de jeu soulever un fait qui est important à prendre en compte, notamment compte tenu, n'est-ce pas, de la nouvelle mouvance d'évaluation. La nouvelle mouvance, c'est quoi je dis, parce que depuis bientôt 2 ans,
nous avons encore une situation nouvelle de crise, si on peut dire comme ça, qui impose une adaptation, n'est-ce pas, dans la manière dont nous avons fait l'évaluation, pas seulement pour les évaluateurs émergents. Un distinguo important à prendre et très important actuellement, c'est de faire une conciliation entre la qualification qu'on a comme évaluateur et les compétences qu'on doit avoir. Je donne un ratio de 40-60 pour dire qu'avec les complexes actuels, un environnement interchangeant, une demande assez poussée et très spécifique, surtout dans les contextes divergence, un contexte environnemental vraiment très mitigé. Il est très important de mettre un accent sur deux aspects. Le premier aspect, c'est sur la compétence situationnelle. Ça veut dire que, et c'est important dans nos différents focus et dans nos curricula de formation, concilier, n'est-ce pas, la prise en charge, la prise en compte, n'est-ce pas, des besoins contextuels. Qu'est-ce que je dis par là? Nous, les évaluateurs, et surtout aussi nos jeunes évaluateurs émergents, devraient s'entourer de tout ce qui est approche situationnelle pour pouvoir mieux s'intégrer dans la sphère de l'évaluation où il ou elle est amené à conduire cette évaluation. Un exemple un peu plus précis. Nous voyons un peu dans un environnement assez complexe. Si je prends le cas, n'est-ce pas, actuel de la pandémie, beaucoup des évaluateurs devaient ajouter à les backgrounds des techniques, je ne voulais pas dire des TIC, mais beaucoup plus des outils de TIC assez avancés. Ça fait 2 ans déjà, ou 3, non, 2 ans particulièrement pour rester dans la période pandémique. J'ai conduit 6 évaluations. Et les 6 évaluations, sur les 6 évaluations, une seule a été faite avec, n'est-ce pas, une descente de terrain. Et je me suis fait entourer, n'est-ce pas, par des évaluateurs, je ne veux pas dire émergents, mais disons juniors, parce que c'est toujours les synonymes. Mais je me suis rendu compte que beaucoup avaient du mal à s'arrimer aux nouveaux outils que nous utilisons tantôt pour conduire les évaluations en ligne. Je voulais, n'est-ce pas, parler, n'est-ce pas, des méthodes de conduite utilisant soit les enquêtes en ligne, dans les tablettes, mais il y a encore aussi, du côté des évaluateurs émergents, de s'assurer que les récepteurs, n'est-ce pas, de ces évaluations maîtrisent aussi l'outil. Donc, l'environnement interchangeant n'est pas seulement pour les évaluateurs, mais c'est aussi pour les organismes qui demandent l'évaluation. Et donc, il y a une chose entre demander l'évaluation et aussi s'arrimer à sa pratique. Un autre aspect très important que je voudrais souligner, c'est l'habilité à avoir des compétences de communication assez poussées. Et de ce côté-là, les évaluateurs, surtout nos jeunes qui commencent, et nous-mêmes également, je vais être précis là-dessus parce que le distinguo n'est pas le fossé n'est pas très grand, c'est de développer aussi des capacités de négociation et de partenariat très avancées. Comment? Nous parlons des réseaux d'évaluation. Les réseaux d'évaluation, en travaillant en silo dans les périodes de crise, auront du mal à avancer. Donc, une connexion pied-to-pied entre les réseaux d'évaluation existants, notamment le grand travail que fait CLIER et que fait le FIF, n'est-ce pas, devrait amener des avancées dans ce sens-là. Un exemple, un réseau, n'est-ce pas, le Sénéval Dakar avec son forum d'évaluation émergent, connecté avec le réseau, n'est-ce pas, ivoirien ou bien camerounais, la KDA, pour pouvoir, n'est-ce pas, identifier les points communs, les similarités dans l'approche à adopter. Et ainsi, dans les curricula, pour revenir à ça de formation de nos évaluateurs, impliquer cela dans les modules qui s'imposent. Donc voilà en quelques lignes, n'est-ce pas, quelques pistes que je peux aborder pour souligner l'importance, n'est-ce pas, de concilier ces besoins tangents, n'est-ce pas, environnementaux dans la pratique de l'évaluation actuellement. Je vous remercie. Serge. Juste d'appeler Mme Yakina, je suis pris par le temps et je dois vraiment vous retrouver après parce que j'ai une réunion actuellement. Je vous retrouve après, Sandrine. Merci beaucoup. À vous. Merci beaucoup. Merci. Ibrahima? Oui, merci beaucoup, Serge. Nous des contraintes temporelles parce que il y a déjà un chemin d'événements entre la rencontre
de ce panel et notre réunion à laquelle vous êtes conviés. Le contexte national en évoquant un peu la dans cette consolidation et cette formation d'identité professionnelle des évaluateurs émergents, surtout dans un sont des enjeux mouvants, comme vous venez de le signifier, et dans l'exigence également d'évaluation et de plus en plus d'évaluation, surtout dans le contexte de la plus d'évaluation, plus de performance des différentes interventions. Est-ce que actuellement je pense que c'est tellement bien dit qu'on pourra revenir certainement sur Kenza après. Et on va tout de suite aller sur le deuxième thème qui concerne la valeur ajoutée en ce qui concerne les évaluateurs émergents de façon générale et les réseaux des évaluateurs émergents de façon particulière dans le développement de l'évaluation dans un environnement complexe. Et tout de suite, je voudrais demander à Linda quelle stratégie on pourrait certainement avoir pour aider les évaluateurs émergents dans leur processus de professionnalisation, par exemple. Merci pour la question, Yakima. Déjà, je trouvais que j'apprenais toujours des choses. Donc, en entendant mes collègues Kenza et Eric, ça fait toujours bien de se remémorer, en fait, jusqu'à quel point les évaluateurs doivent s'adapter et faire preuve d'intelligence situationnelle dans toutes les circonstances. Donc, quelle stratégie? Je pense que j'aimerais apporter 3 points également par rapport à ce que disait Kenza, mais en lien avec les stratégies qu'on peut avoir. Les évaluateurs émergents, sans aucun contexte, sont au cœur du dynamisme du champ de l'évaluation. Tous autant que nous sommes ici, si on s'est connus, c'est parce qu'un jour, on avait été émergents, on s'est croisés dans des conférences, on s'est croisés dans des formations, dans des couloirs, dans des cours, etc. Donc, je pense qu'on est vraiment la preuve vivante que finalement, on demeure quelque part toujours émergent. Et je voulais juste faire la distinction entre le fait d'être émergent et le lien avec les jeunes évaluateurs. Donc, en tout cas, personnellement, j'aimerais toujours faire partie des évaluateurs émergents parce que je pense que c'est une formation continue. Donc, le premier élément, c'est que la stratégie principale, c'est cette ouverture à apprendre constamment, à apprendre des autres, à faire preuve d'humilité. D'humilité parce que justement, aucun projet, aucun programme ne se ressemble et il faut vraiment être ouvert à cet apprentissage continu pour vraiment faire de l'émergence la construction de notre professionnalisme. Donc ça, c'est le premier élément, ce dynamisme-là qui nous caractérise. Deuxième élément, c'est la stratégie d'innovation. C'est un terme qui est galvaudé, on s'entend. Il n'y a pas un document stratégique aujourd'hui où on n'entend pas parler d'innovation. Mais pour nous qui sommes, que ce soit jeunes évaluateurs, évaluateurs en émergence ou évaluateurs en continuité, l'innovation fait partie aussi d'une stratégie centrale. Tout à l'heure, il s'agit pour nous de nous adapter aux besoins au fur et à mesure que ces besoins émergent. Et s'adapter, ça ne veut pas dire tout savoir ou tout connaître, maîtriser tous les champs disciplinaires, mais c'est être capable de faire des collaborations avec ceux qui ont cette expertise que l'on n'a pas. C'est d'avoir une réflexion aussi, au-delà de l'expertise d'évaluateur, on est aussi des professionnels et des acteurs sociaux, c'est-à-dire de réfléchir aussi comment, dans le contexte dans lequel on se trouve, on peut aller chercher des innovations, on peut prendre des risques, on peut faire les choses autrement. Donc, cette notion d'innovation, je pense qu'elle est très importante à prendre en compte. Et finalement, encore une fois, mon collègue Serge l'a dit, j'aimerais le souligner, c'est qu'on fait beaucoup appel aux nouvelles technologies. Certes, il y a un dynamisme aussi au niveau des réseaux sociaux, il y a des paroles qui se libèrent dans toutes sortes de domaines,
Mais en tant qu'évaluateur, qu'est-ce qu'on en fait? C'est toute la notion du facteur humain qui est derrière toutes ces nouvelles technologies-là. Les nouvelles technologies ne sont pas une réponse en tant que telle, mais la stratégie qui est de faire preuve de réflexivité dans l'utilisation de ces nouveaux outils pour prendre des décisions, ça, c'est vraiment important. Et dernier élément, en termes de stratégie, c'est le fait d'appartenir à un vivier de compétences intarissables. Je m'explique. Quand on fait partie d'un réseau, quand on fait partie d'un groupe, on doit apporter autant au groupe qu'on reçoit du groupe. Okay? Il y a une responsabilité de partager ses connaissances. Donc, c'est pour ça qu'on est tous là aussi. Aujourd'hui, on partage nos connaissances, mais il y a aussi cette ouverture d'apprendre des autres. J'ai lu récemment un petit document qu'a écrit Kenza et d'autres collègues où on disait, il y a différents stades lorsqu'on est évaluateur. On peut partir du stade de novice, entre 0 et 2 ans, ensuite stade émergent, puis ensuite compétence, si je me souviens bien. Ça m'avait marqué, je trouvais ça très intéressant. Et je me disais, mais on pourrait avoir un 4e stade, le stade de l'évaluateur accompli ou épanoui, où, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, j'ai cette boîte à outils que je peux aller chercher pour pouvoir répondre à l'enjeu. Cette boîte à outils, c'est bien sûr le savoir, l'expertise, les connaissances, mais c'est aussi les gens, les personnes autour de moi que je peux aller consulter, que je peux impliquer. Et finalement, c'est toute cette réflexion sur quel genre de professionnel je veux être en tant qu'évaluateur. Donc, c'est aussi tout ce qui concerne ma posture. Donc, pour conclure, sur mes trois stratégies, la première, faire partie de ce mouvement-là du dynamisme de l'évaluation, c'est-à-dire autant mobiliser la jeunesse et l'émergence des enjeux. Deuxième élément, c'est faire preuve d'innovation en s'adaptant aux nouvelles technologies, mais aussi en réfléchissant sur le facteur humain derrière ces nouvelles technologies-là. Et dernier élément, faire partie d'un vivier de connaissances, c'est-à-dire apprendre des autres et continuer à s'améliorer soi-même. Donc, je pense que ces 3 stratégies, il y en a d'autres, mais je pense que ces 3 stratégies qui nous permettront de sortir un peu de l'émergence pour aller vers l'épanouissement dans le métier extraordinaire que nous faisons. Merci. À vous. Merci, Linda. Je pense que Ibrahima, elle nous facilite la tâche en faisant le résumé à la fin. Donc, voilà, 3 stratégies qui se dégagent, qu'elle a bien résumées. Donc, je pense qu'on n'a plus rien à dire là-dessus, sauf que si vous avez quelque chose à dire, Ibrahima, sur ce que Linda vient d'exposer aussi brillamment. J'ai du mal un peu à entendre Ibrahima. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Oui, je pense que son micro est fermé. Son micro est fermé. Bon, c'est cette capacité d'adaptation dont on parle. Oui, je pense qu'on va y arriver. Effectivement. Et ça, je suis très bien résumé et on n'aura pas besoin de découvrir le sens de cette concept qui m'a très bien cerné. Tantôt que la trouver vraiment pour aller vers Michel. Michel qui est naturellement type peut nous parler un peu de la valeur ajoutée des dans le développement. Michel. Oui, bonjour Ibrahima, bonjour à tous. Merci en tout cas. Super, merci beaucoup Ibrahima. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça c'est bon. Parfait, super. Merci beaucoup en tout cas pour l'initiative en tout cas de ce panel et de m'avoir invité avec les autres collègues à discuter un peu de ces questions-là. Je salue vraiment la contribution de Serge, de Kenza et de Linda que je connais très bien
au travers des différents réseaux. Alors, donc, c'est un plaisir pour moi en tant que, je me considère toujours comme évaluateur émergent, hein, en quelque sorte, comme Lina l'a dit, on est toujours en phase d'émergence et on est toujours en phase d'apprentissage. Alors, pour revenir un peu à votre question, il faut dire que les évaluateurs émergents, en tout cas, sont source d'innovation à plusieurs niveaux. Et je vais baser cela un peu sur mon intervention sur l'expérience que nous avons eue depuis la création du réseau francophone des évaluateurs émergents en avril 2015 à Montréal à l'occasion de la société, du congrès de la Société canadienne d'évaluation, qui nous a permis, en tout cas moi en tant que co-coordinateur, un des premiers co-coordinateurs en tout cas du réseau, de voir un peu quelle a été vraiment la contribution en fait de ces évaluateurs émergents là dans la sphère de l'évaluation dans le monde francophone. Première source d'innovation que les évaluateurs émergents apportent et que je peux annoncer ici, c'est éventuellement leur contribution au développement des approches innovantes en matière d'évaluation. On n'est pas sans oublier que les évaluateurs émergents sont des gens qui, généralement dans la définition qu'on donne, une des grandes parties en fait de ces évaluateurs émergents sont constitués de personnes qui viennent en fait de finir ou de terminer par exemple un programme de formation en évaluation. Donc, ils sont confrontés de manière générale aux nouvelles théories et aux tendances et des approches émergentes en matière d'évaluation. Je prends par exemple le cas au niveau du CESAC où nous avons, avec le Clio FE, plusieurs formations que nous offrons. Nous avons tendance maintenant à aller vers des approches d'évaluation d'impact rapide, participative, qui sont des approches en fait qui sont alternatives par exemple aux approches classiques que nous avons, qui permettent d'aller mesurer par exemple l'impact de certaines interventions sans pour autant recourir aux méthodes classiques que nous connaissons. Donc, les évaluateurs émergents sont exposés à ces nouvelles tendances en matière d'évaluation dans le cadre de leur formation. Et à la fin de leur formation, ils ont l'opportunité de confronter en fait ces nouvelles tendances d'évaluation aux réalités du terrain. Et comme on le sait, l'évaluation, c'est plus un champ de pratique que de recherche. Si on met dans la balance, en tout cas, on verrait que la pratique va peser plus sur la balance qu'éventuellement la recherche. Donc, le fait de pouvoir confronter ces approches, en tout cas nouvelles, à la réalité de la pratique du terrain, permet à ces évaluateurs émergents-là de pouvoir en fait générer des connaissances et des apprentissages qui vont venir en fait nourrir en fait comment on appelle ça, l'innovation et également de pouvoir vraiment développer de nouvelles approches et d'enrichir davantage la théorie en fait dans le monde de l'évaluation. Donc voici vraiment la première innovation que moi je vois qui est importante, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment porteurs de nouvelles approches qui éventuellement ceux qui sont déjà dans la pratique depuis plusieurs années, qui ont déjà en fait leurs approches qui sont déjà rodées, qui les utilisent à chaque fois dans les évaluations, ne sont pas forcément exposés. Alors, deuxième innovation que je peux noter et qui pour moi est également très important de la contribution en fait des évaluateurs émergents, c'est en matière de la gestion de gouvernance en fait des VOPS, c'est-à-dire des associations nationales en matière d'évaluation. Alors, quand on regarde un peu depuis le lancement de l'initiative des évaluateurs émergents, j'ai pu dire sans l'ombre de doute que la plupart de ceux qui se sont engagés dès les premiers instants au niveau du RFE et au niveau des groupes thématiques aujourd'hui ont pu émerger et se hisser au niveau en fait de la direction des associations nationales d'évaluation. Et cela a impulsé, je dirais, une nouvelle dynamique en fait au niveau de ces associations. Premièrement, il y a eu la demande en fait de plus de démocratie dans l'élection en fait des personnes dirigeantes de ces associations-là. Donc, il y a eu par exemple des structures où vous avez par exemple les évaluateurs émergents ont réclamé qu'il y ait des élections périodiques qui étaient tenues parce que de par le passé, on avait l'impression que dans les conférences à l'international, c'était toujours les mêmes personnes qu'on rencontrait. C'était vraiment quelque chose comme des gourous de l'évaluation et qu'on recouvrait toujours dans la tête des organisations. Donc, l'émergence des évaluateurs émergents a amené en fait à apporter plus de démocratie dans la gestion de ces organisations-là et également amener ces gens-là éventuellement à impulser ces associations nationales à une nouvelle dimension. Okay? Donc, je peux prendre par exemple des exemples comme au Niger, comme au Sénégal,
comme éventuellement au Burkina, où vous avez aujourd'hui ces évaluateurs émergents qui se retrouvent au niveau du conseil de direction de ces organisations et qui sont en train de faire un travail formidable, qui sont en train d'apporter des innovations et également une peau neuve éventuellement dans la gestion de ces associations au niveau national. Donc, voici éventuellement, sans pour autant répéter ce que mes collègues ont déjà dit en matière de nouvelles technologies d'information et de la communication, où on sait éventuellement que les jeunes sont très plus proactifs en fait dans l'utilisation et dans l'adaptation et de ces outils-là par rapport à ceux qui sont déjà d'un certain âge et d'un niveau professionnel en fait en matière d'évaluation. Donc, voici essentiellement ce que je peux noter comme innovation, donc en 3 points essentiellement. Premièrement, au niveau du fait qu'il contribue à améliorer la théorie en évaluation à travers la confrontation des théories qu'ils ont appris dans le cadre de leur formation et de les confronter aux réalités du terrain et de pouvoir générer des apprentissages pour améliorer éventuellement la théorie dans le domaine de l'évaluation. Deuxièmement, à travers éventuellement leur intégration dans les associations nationales d'évaluation où ils ont apporté une nouvelle dynamique en fait dans la gestion de ces associations nationales-là. Et enfin, le fait qu'ils sont plus aptes à utiliser bien sûr les nouvelles technologies de l'information et de les appliquer éventuellement dans le domaine de l'évaluation. Donc, voici essentiellement la contribution que je pouvais faire à travers cette question qui m'a été posée. Merci, Ibrahima. Merci, Michel. Merci en tout cas. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, vous nous facilitez de plus en plus la tâche. Et donc, est-ce que je voudrais demander comme ça à Linda sur cet aspect, est-ce qu'elle peut, elle a envie de rebondir pour dire quelque chose? Je pense que si tu prends le résumé de nos 4 contributions, tu as fait le tour hein, des évaluateurs émergents. Toutefois, tu me donnes l'opportunité de le faire, je vais le faire. Je voulais mettre l'accent sur le fait que on a cette chance en tant qu'évaluateur d'avoir, si vous voulez, un métier ou une passion qui peut à chaque fois se recréer. C'est-à-dire que je pense qu'on le dit souvent, l'évaluation est une transdiscipline, c'est-à-dire qu'elle traverse les disciplines. On peut être économiste, on peut être sociologue, peu importe, et trouver sa place en évaluation. Et je pense que c'est l'une des disciplines, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, les plus démocratiques que je connaisse. Donc, j'invite vraiment toutes les personnes qui sentent qu'elles sont animées par cette passion qui nous relie tous, de venir et de se joindre à ce mouvement. Et donc, à partir de là, si c'est un domaine qui est démocratique et qui accueille différents domaines, différents secteurs, c'est aussi un domaine où on peut se permettre aussi d'innover. Parce que justement, il y a différents paradigmes, différentes façons de penser qui entrent en confrontation, mais en confrontation constructive. Alors du coup, on se retrouve après à travailler aussi bien avec des spécialistes de l'évaluation d'impact ou des personnes qui sont beaucoup plus ouvertes à l'utilisation des arts pour faire de l'évaluation auprès des populations vulnérables. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais partager avec les évaluateurs qui se disent émergents, mais ne vous inquiétez pas, on est tous émergents, de se dire, on est dans un domaine où on ne finit jamais d'apprendre et où il y a un processus de professionnalisation aussi qui se fait. Donc, je vous invite tous aussi à regarder ce processus de professionnalisation pour qu'on structure un peu plus ce domaine-là. Et finalement, c'est un domaine qui offre une certaine liberté. La liberté de se reconstruire, de se réinventer. Par exemple, je pense que l'un des aspects que les évaluateurs émergents doivent développer à l'avenir, c'est ce que disait Serge d'une façon différente, c'est cette capacité de négocier. Et j'irai plus loin, c'est la capacité de devenir des courtiers de connaissances. C'est-à-dire qu'avec les objectifs du développement durable, avec les différents secteurs, il faut être capable de pouvoir traduire les enjeux d'un décideur politique, d'un citoyen, d'un réseau, etc. Donc, si on arrive à développer cette capacité de se mettre à la place des autres et à traduire ces connaissances-là, je pense qu'on
on irait beaucoup plus loin dans notre métier. Donc, vraiment, je vous invite à réfléchir là-dessus et à devenir de vrais courtiers de connaissances pour des sociétés, on va dire, plus justes et plus équitables. Linda. Ibrahima, est là. Alors, sinon, je demanderais comme ça à Kenza, elle peut intervenir sur, je vais dire, elle peut donner son point de vue, ou bien si elle a quelque chose à dire. Je crois que les participants doivent aussi se prononcer sur un autre thème. Et si Kenza a quelque chose à dire, sinon, Ibrahima. Je peux rebondir très brièvement juste sur ce que Michel et Linda ont dit. Peut-être juste par rapport à ce que Michel disait, en soulignant que beaucoup d'évaluateurs émergents ont en fait progressé d'une certaine façon dans leur implication dans les associations nationales d'évaluation et les autres réseaux. Je voudrais vraiment rebondir sur ça parce que je rejoins Michel et je pense que c'est important pour les évaluateurs émergents qui nous écoutent aujourd'hui, peut-être de concevoir leur implication à deux niveaux. Être évaluateur, c'est exercer dans un cadre très formel, qui va être le cadre professionnel du poste qu'on occupe, mais c'est aussi s'impliquer en fait d'un point de vue plus informel dans ces réseaux à titre bénévole, et je pense que ça fait aussi partie de ce qui permet de se constituer, de se former et de devenir en fait un évaluateur. Je pense que c'est une source intarissable d'idées, de connaissances, peut-être aussi de modèles en fait, ces réseaux, et je pense que c'est important pour les évaluateurs qui débutent de réaliser qu'ils peuvent avoir une double appartenance, une appartenance très formelle et une appartenance moins formelle en tant qu'évaluateur. Le deuxième point sur lequel je voudrais aussi rebondir, c'est Linda a utilisé le terme de courtier de connaissances que je trouve très, très intéressant. Un concept vraiment intéressant, celui de courtier. Mais moi, j'irai encore plus loin. Je pense que l'évaluateur peut-être devrait tâcher d'être au-delà d'un producteur de connaissances qui sait faire la synthèse et faire passer des idées d'un univers institutionnel à un autre, peut-être même au-delà d'un courtier de connaissances, un courtier de politique publique, voire un entrepreneur politique, une personne qui sait s'insérer en fait au niveau institutionnel, au niveau des administrations publiques et faire le lien entre différents univers. Donc peut-être aller au-delà de la génération de connaissances dans quelque chose qui relèverait davantage aussi de l'action en fait. Voilà. Merci infiniment Kenza pour cet apport très intéressant et très important. Ibrahima. Oui, je pense Ibrahima. que Ça va, je pense. Alors, voilà, donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense que, comme Kenza a cerné la question, Michel aura 2 minutes pour répondre. Le temps. Michel? Absolument. Donc, je vais rebondir sur, comment dirais-je, le lien en fait que Kenza faisait pour dire éventuellement que dans un monde où de plus en plus nous sommes dans une situation de crise où éventuellement les ODD sont loin d'être atteints. Alors, nous travaillons de plus en plus. Je prends par exemple mon cas, moi, au niveau du client. Comme vous le connaissez bien, nous sommes vraiment dans la promotion des systèmes nationaux d'évaluation. Nous sommes dans une sphère où nous pensons qu'éventuellement, il faut que nous arrivions à non seulement à construire les systèmes, mais les systèmes nationaux d'évaluation, mais également à travailler afin que désormais les politiques publiques soient basées sur des données probantes et essentiellement issues en fait des résultats des évaluations. Et ça, c'est un vaste champ qui est disponible. Et le fait de travailler dans l'espace francophone africain, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. C'est vrai qu'on est en train de former des évaluateurs. Ce volet-là, depuis plus d'une dizaine d'années, avec le lancement de plusieurs initiatives au niveau international, il y a quand même un bassin important d'évaluateurs qui ont été formés, qui ont les compétences, qui ont la capacité. Mais on se rend compte que face à cette offre d'évaluation qui est de plus en plus importante, on a une demande d'évaluation qui est moins importante et qui est beaucoup plus propulsée, par exemple, par des structures au niveau international comme les agences des Nations Unies, mais moins
par les organisations gouvernementales au niveau national. Je pense qu'à cela, il y a un créneau éventuellement sur lequel les évaluateurs émergents peuvent vraiment travailler à s'insérer essentiellement, c'est-à-dire à faire non seulement la promotion, parce que ce n'est pas juste dans le monde de la consultation qu'on retrouve les évaluateurs émergents, on les retrouve également dans l'administration publique, dans le secteur public. Donc, ils peuvent en fait éventuellement contrôler ce niveau-là, à travailler à sensibiliser plus au niveau des acteurs sur la nécessité éventuellement d'avoir recours à l'évaluation et d'instaurer des systèmes où l'évaluation a vraiment une place prépondérante. Ça, c'est le premier volet. Mais également, travailler éventuellement à ce que l'offre de la demande d'évaluation que nous avons au niveau national croise une demande d'évaluation au niveau national, de telle sorte que nous ayons vraiment des évaluations qui sont faites au niveau national, qui tiennent compte des réalités nationales et qui éventuellement va nous amener, pourquoi pas, à développer en fait des approches locales en fait en matière d'évaluation et qui tient en compte, qui prend en compte les besoins des populations auxquelles nous avons éventuellement face à faire éventuellement au niveau national. Donc c'est ça en fait que moi je vois également qui peut être vraiment quelque chose dans lequel, un créneau dans lequel les évaluateurs émergents peuvent s'insérer, donc et de faire la promotion de cette leitmotiv de l'Association africaine d'évaluation qui est: nous voulons des évaluations made in Africa, nous voulons des évaluations conçues pour l'Afrique et développées éventuellement et mises en œuvre pour l'Afrique. Et dans ce sens, je pense que les évaluateurs émergents ont également un rôle important à jouer. Michel. Alors, on a un troisième thème normalement qui est soumis un peu à tout le monde, hein, les participants, de pouvoir voilà, dire quelque chose également. C'est en fait l'intérêt face aux transformations de l'environnement à promouvoir la professionnalisation des évaluateurs émergents. Je pense que plus ou moins dans vos interventions, les aspects sont revenus. Mais si on peut plus aller dans le détail un peu sur cette question, je pense que c'est vraiment libre à tous et à toutes de pouvoir dire quelque chose là-dessus. Je vais aller directement vers Linda, si elle a quelque chose à dire. Qu'est-ce qu'on pourrait... voilà, est-ce que tu peux juste répéter la question, s'il te plaît? Voilà, donc, quel intérêt face aux transformations de l'environnement à promouvoir la professionnalisation des évaluateurs émergents? Ok. Voilà. Alors, je ne me suis pas préparée hein, pour cette question. Oui, mais c'est vrai. Donc, sur le qui-vive, je te rassure. Thank you. Sur le qui-vive, comme ça, je vais partager 3 éléments, je pense, qui vont rentrer en compte lorsqu'on parle de professionnalisation. Donc, vous voyez, je disais que ça faisait, quand on est évaluateur, on n'arrête jamais d'apprendre. Donc, c'est un ouvrage récent que j'ai lu qui m'a beaucoup marqué, qui a été écrit par House et qui disait qu'un évaluateur ou la profession d'évaluateur reposait sur 3 choses. La première chose, c'est la prise en considération de nos biais. Les biais qu'on peut avoir en faisant notre travail, en étant en société, etc. Le deuxième élément, c'est tout ce qui concerne nos valeurs. Et le troisième élément, c'est la sagesse pratique. Sans donner trop de détails sur ces 3 éléments, je dirais que c'est très important de professionnaliser l'évaluation parce que, en tant qu'individu, on a nos propres biais. On est le résultat d'une combinaison de valeurs qui évolue aussi à travers le temps. C'est entre l'école primaire et ce qu'on est devenu aujourd'hui ou les choix qu'on fait en société. Donc, on est le résultat de ces valeurs-là. Et finalement, c'est les différentes expériences qui nous permettent de développer ce que House a appelé la sagesse pratique. Mais il y a autant de biais, de valeurs et de sagesse pratique qu'il y a d'évaluateurs. Donc, en ce sens, la professionnalisation nous permet, quelque part, d'identifier des critères à travers lesquels, au-delà de nos biais, au-delà de nos valeurs et au-delà du niveau de notre sagesse pratique, on peut se mettre d'accord pour dire qu'on offre et qu'on développe des évaluations de qualité et des évaluations vraiment qui sont orientées vers l'action et l'amélioration des politiques publiques.
Et pour moi, je pense que ce sont des éléments très importants qui vont évoluer, vous voyez, qui vont évoluer à travers le temps. Mais la professionnalisation constitue un peu notre garde-fou et de savoir, bon, est-ce que je suis sur la bonne voie ou pas, et de prendre les mesures correctives de cet élément-là pour pouvoir s'améliorer dans notre travail. Alors, il y a des participants qui posent des questions par chat. Il y a Roger qui nous demande comment les réseaux des évaluateurs émergents peuvent-ils contribuer à rendre la pratique évaluative plus résiliente dans le futur. Alors, je vais me tourner un peu vers Kenza pour... je reprends la question, c'est comment les réseaux des évaluateurs émergents peuvent-ils contribuer à rendre la pratique évaluative plus résiliente dans le futur? Est-ce que Kenza peut nous dire quelque chose là-dessus? Très brièvement, je vais répondre à Roger. Roger, merci pour votre question. Ça dépend ce qu'on entend par résiliente. On peut mettre plusieurs choses derrière ce mot. Moi, je l'entends peut-être comme cette faculté qu'aurait la pratique de l'évaluation de vraiment s'ancrer en fait dans les systèmes nationaux d'action publique. C'est vraiment comme ça que je le vois et je pense que ça renvoie à ce que Michel nous disait tout à l'heure. Les réseaux d'évaluateurs émergents sont des réseaux où on vient travailler sa professionnalisation, mais ce sont aussi des réseaux où peut-être on vient s'outiller et s'armer pour porter dans le débat autour de l'action publique, dans le débat public, des idées qui visent à convaincre et à persuader de l'importance de l'évaluation, de l'importance d'avoir des fonctions évaluation bien institutionnalisées et peut-être aussi de l'importance d'avoir des décideurs politiques qui cherchent à fonder leur action publique de façon peut-être plus rationnelle à partir de données probantes qui sont générées par les connaissances produites dans le cadre des processus d'évaluation. Merci infiniment, Kenza. Michel, est-ce que vous voulez rebondir sur cette question également? De ce que Kenza vient de dire, en fait, sur le rôle, en fait, des réseaux des évaluateurs émergents sur, en fait, la résilience, en fait, dans le futur. Je pourrais ajouter aussi qu'il faudrait que, éventuellement, les réseaux des évaluateurs émergents créent, en fait, des cadres qui vont permettre de discuter en fait de la pratique évaluative et de pouvoir éventuellement générer en fait et faire la promotion des apprentissages et également des approches en matière vraiment de la mise en œuvre des évaluations. Par exemple, avec la COVID-19 qui est émergé tout d'un coup comme ça, au moment où personne ne s'attendait, j'ai vu que la plupart des organisations, on a assisté vraiment à des webinaires sur comment conduire une évaluation en période de crise, alors quelles sont les tendances émergentes, et ça a permis à beaucoup de pouvoir vraiment se réajuster rapidement. On s'est rendu compte qu'on est plus passé vraiment des évaluations in situ, c'est-à-dire sur le terrain, à beaucoup plus à des évaluations online, avec des outils qui sont beaucoup plus adaptés et qui a permis à cette famille de l'évaluation de pouvoir vraiment s'adapter au contexte de la crise et de continuer à faire des évaluations qui produisent quand même des données probantes pour la prise de décision. Donc, vraiment de créer des cadres de concertation qui permettent à ces évaluateurs-là de pouvoir partager les approches, les innovations, et également de pouvoir discuter de certaines pratiques dans le domaine de l'évaluation peut permettre vraiment de générer beaucoup d'apprentissage et d'amener beaucoup vraiment à être sensibilisé sur la manière vraiment de s'y prendre si on veut vraiment s'adapter au contexte et de continuer toujours à faire des évaluations en utilisant des approches innovantes. Donc, c'est ce que je voulais ajouter par rapport à ce que Kenza vient juste de mentionner. Linda, je peux revenir un peu vers vous encore. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à cette question? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que le terme résilience est un peu un terme moins dynamique que les évaluateurs émergents. Donc, j'irais plus vers... j'aime beaucoup la notion d'adaptation, d'agilité, de créativité. Et donc, je pense que c'est à ça, c'est ce rôle-là. Peut-être qu'on ne parle pas assez de nos expériences personnelles, mais
Moi, j'ai commencé, l'évaluation, ce n'était pas mon premier domaine de prédilection et j'ai commencé à m'intéresser en étant bénévole à la Société québécoise d'évaluation, ensuite à participer aux conférences à la FREA. Donc, c'est vraiment au sein de ces réseaux qu'on se sent évaluateur. On se sent appartenir à une communauté. Et ça, je pense que c'est très important, quel que soit le travail que chacun d'entre nous fait ou évolue dans n'importe quel autre secteur, ce sentiment d'appartenance dans une communauté diverse vraiment contribue à notre capacité à créer, à innover, à s'adapter. Et donc, je pense que c'est ça qui fait la force des réseaux. Et ça nous montre aussi qu'au-delà d'être un professionnel, on est aussi des acteurs sociaux, on est aussi des citoyens. Kenza l'a dit à un moment donné, elle dit oui, je vais plus loin que la notion de courtier de connaissances pour vraiment être dans l'action. Je pense que ça fait partie, en fait, de notre profession. Quand je parlais de courtier, c'est vraiment cette capacité-là à faire preuve d'ouverture, mais l'ouverture pour l'action. On est toujours orienté vers l'action. Donc, je pense que c'est à ça que ça sert les réseaux. On crée des liens, on s'échange les informations. Ah oui, et puis ça aussi, je voulais le dire, c'est pas juste être bénévole pour dire sur le CV qu'on a participé à telle conférence. Non, c'est qu'aujourd'hui, je suis arrivée à tel niveau, je vois un évaluateur émergent qui me pose des questions, je pense à quelqu'un qui recherche un évaluateur émergent, c'est avoir cette capacité de recommander. Le réseau n'est pas là juste pour répondre à des besoins de visibilité. Non, le réseau sert à ça. On donne et on reçoit. Et donc, pour vraiment faire preuve d'agilité et évoluer, il faut passer par le réseau. Et je pense que je soutiens totalement ce que Miché a dit et ce que Kenza a dit. Notre porte, notre safe space, là, notre espace de sécurité, de créativité et d'amélioration, ce sont les réseaux, qu'ils soient nationaux, régionaux ou internationaux. Merci infiniment. Nous tirons allègrement tout doucement vers la fin de ce panel. Mais avant, on a encore quelques minutes qu'on peut grignoter. Voilà, donc avant, je voudrais redonner encore la parole à Miché de se prononcer sur l'ensemble de ce panel, c'est-à-dire tous les thèmes, si possible, et profiter en même temps pour nous dire son mot de fin et quels sont les conseils éventuellement, parce qu'il y a plusieurs évaluateurs émergents qui sont sur ce panel. Et donc, quels sont les conseils pratiques qu'on pourrait nous donner pour que vraiment on puisse se professionnaliser et on puisse être des évaluateurs accomplis et des évaluatrices accomplies. Dieu merci, Ibrahima vient de faire son entrée. Et voilà, je ne suis plus seule. Donc, voilà, Miché. Merci. Alors là, la question que tu me poses, je pense qu'elle peut faire l'objet d'une conférence. Une conférence. C'est vrai, mais juste voilà, avoir donné une idée générale, une idée d'ensemble de tout ce qu'on vient de dire, et puis oui, surtout des conseils pratiques, on en a besoin. Merci. Oui, éventuellement, juste pour peut-être dire que les différentes contributions qui ont été faites aujourd'hui sont vraiment capitales. Et j'espère qu'on aura l'occasion éventuellement de diffuser cette discussion que nous avons eue pour que beaucoup plus d'évaluateurs émergents puissent vraiment y prendre part et vraiment s'enrichir en fait des discussions qui ont été faites ici. Alors, donc, je trouve que c'est beaucoup de choses à la fois et moi, je voudrais vraiment saluer la contribution de tous les collègues et également du RFE, qui a vraiment eu l'initiative d'organiser cette conférence. Maintenant, je vais beaucoup plus m'appesantir vu qu'on est presque à la fin, en une minute, sur éventuellement mes conseils pratiques aux évaluateurs émergents. Première chose que moi je dirais, c'est vraiment de croire en eux-mêmes et de croire en leurs capacités. Généralement, ce qui bloque souvent des évaluateurs émergents dans les sauts en fait entre l'apprentissage et la pratique, c'est souvent le fait d'hésiter, de se poser des questions, de se demander est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour être évaluateur. On a toujours ce qu'il faut. L'évaluation, c'est un domaine qui est interdisciplinaire alors, et qui permet vraiment d'apporter des innovations de toutes les disciplines.
Donc, si on a l'opportunité, c'est vraiment d'y aller et de chercher à s'associer à des gens qui ont déjà l'expérience, qui ont déjà les opportunités et de pouvoir vraiment apprendre de ces personnes qui nous ont devancé vraiment sur le terrain et de croire vraiment à ses capacités et de toujours vraiment foncer. Ce sont ces conseils-là que moi j'aimerais donner et de ne pas aussi penser qu'on a atteint un niveau où on n'a plus besoin d'apprentissage. Être toujours ouvert et disponible quand on a des opportunités vraiment d'apprendre davantage, de pouvoir se former davantage, de pouvoir lire davantage et n'a pas hésité vraiment parce que c'est ça qui nous permet de nous maintenir et d'être toujours efficaces dans le domaine de l'évaluation. Donc voici, de manière synthétique, ce que je pouvais dire. Ibrahima, voilà, donc nous tirons vers la fin de ce panel. Et donc, j'étais en train de demander à chacun et chacune de nos panélistes de pouvoir faire une synthèse et nous donner surtout des conseils pratiques en tant qu'évaluateurs et évaluatrices émergents et émergentes. Alors, Kenza. Yakima, mais comme Michel, je voudrais souligner la qualité de l'échange, des contributions des collègues. C'est toujours un plaisir d'échanger, c'est aussi toujours un plaisir de débattre. Et moi, je vais dire des choses qui vont probablement dans le sens de ce qu'a dit Michel, mais je voudrais insister effectivement sur cette importance de croire en soi. Peut-être que si j'avais un message principal à donner en fait à des évaluateurs émergents qui seraient intéressés par le fait de s'ancrer davantage dans la profession, ce serait vraiment de rejoindre, au-delà du métier qu'ils occupent, au-delà du poste qu'ils occupent, ce serait vraiment de rejoindre des réseaux. Et mon conseil, en fait, ce serait de s'impliquer à niveau bénévole, pas uniquement à un niveau strictement national dans lequel on opère, mais vraiment d'essayer de démultiplier les réseaux auxquels on va appartenir et dans lesquels on va s'impliquer, parce que c'est ce qui permet aussi d'enrichir ses connaissances, d'intégrer des perspectives différentes aussi qui viennent de différents horizons. Je sais que moi, dans mon parcours, j'ai eu des appartenances à différentes sociétés nationales. Au début, c'était la Société française d'évaluation, mais aussi à des réseaux régionaux. Le RFE, évidemment, en est un, et il permet de faire ce lien entre le Nord et le Sud, si on considère que la planète peut être divisée très schématiquement en deux grands ensembles. Mais il y a d'autres réseaux aussi, comme celui de la FREA. Il y a des réseaux, malheureusement, qui sont anglophones, mais comme l'AGDIAS, l'Association pour l'évaluation du développement international, il y a d'autres réseaux qui peuvent aussi apporter d'autres perspectives. Et donc, je pense que ce qui est intéressant quand on se lance, c'est aussi de pouvoir nourrir cette capacité à développer des regards multiniveaux. Donc, pas uniquement au niveau national où on est. Et ça favorise aussi le transfert, une espèce de dynamique import-export où on va repérer à l'extérieur ce qui se fait pour peut-être l'importer chez nous, et où inversement, on peut donner des impulsions ou des coups de main ou des idées ailleurs qui peuvent aussi circuler comme ça. J'ai beaucoup vu se faire ça dans les réseaux d'évaluateurs émergents au niveau mondial, où parfois on tirait des idées venues d'ailleurs et on les appliquait à nos réseaux propres, à nos contextes propres. Et je pense aussi que dans la logique de se former, ces réseaux, si vous y êtes impliqués, vous allez sans trop de difficultés pouvoir vous former, parce que vous allez entendre parler de telle ou telle chose tel webinaire qui va se donner tel jour, ou telle formation qui sera dispensée tel jour, telle conférence qui aura lieu à tel endroit. Et je pense que c'est important finalement d'être connecté. Si vous êtes connecté et connecté le plus possible aux espaces les plus larges possibles dans le monde, au niveau de l'évaluation, alors vous êtes en train déjà de vous former et vous aurez accès à ce qui permet de se former sans faire trop d'efforts. Kenza, merci. Et donc, Linda, voilà. Donc, une minute, hein? Alors, je vais juste rajouter ce que mes chers collègues ont déjà dit, mais j'irai encore. Ce que moi, je rajouterais, c'est n'ayez pas peur d'aller chercher des mentors informels. Il y a les réseaux, on en a parlé, il y a les apprentissages multiniveaux, mais il y a aussi ne pas avoir peur de contacter des gens. Je me souviens à l'époque, moi, je contactais des gens qui avaient des métiers d'évaluateurs pour leur dire, mais vous faites quoi comme évaluation? Est-ce que vous pouvez m'en parler? N'hésitez pas à contacter les gens. Peut-être qu'ils ne sont pas disponibles, ils ne peuvent pas vous répondre, mais sur les 10 que vous allez contacter, peut-être qu'il y en a 2 qui vont faire la différence. Donc, ayez le courage, lancez-vous. Il n'y a aucune raison pour ne pas se lancer, pour ne pas demander, pour ne pas...
il faut dire clairement ce qu'on recherche. Et je pense que aussi bien pour le mentor que pour le mentoré, c'est une relation gagnant-gagnant. Donc, en complément de ce que mes collègues ont dit pour les évaluateurs émergents. Et n'oubliez pas, on est tous en émergence. Alors, moi, je suis tellement contente pour la conclusion de fin de Linda. Et je vais le dire tout de suite à tout le monde, elle sera mon mentor. Donc, je vais un peu l'emmerder. Merci, Ibrahima. Voilà, j'ai essayé tant bien que mal de pouvoir assurer un peu sans vous. Mais voilà, vous êtes... Voilà, nous sommes à la fin. Donc, essentiellement, on va retenir 3 mots. S'adapter, innover et réseau. Dans tout ce que nous avons dit, ces 3 mots sont ressortis vraiment plusieurs fois. Cette capacité pour nous de nous adapter en tant qu'évaluateurs, évaluatrices émergents ou émergentes, d'innover à travers certaines stratégies qu'il faut pouvoir adopter, mais surtout d'être en réseau, d'avoir cette humilité d'aller vers les autres réseaux, de prendre les expériences d'autres réseaux et de ne pas s'arrêter d'apprendre, même dans les conseils, je pense que cela est ressorti. Donc, Ibrahima, je vous passe la parole pour conclure tout ça, pour le mot de fin. Et voilà, ce panel prendra fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Yakema. Vous avez très bien fait de résumer un peu en quelques mots les de nos chers panélistes et que nous ne pourrons remercier naturellement ces dimensions de leur générosité. Nous leur disons véritablement qu'aujourd'hui, c'est au moment où on en avait encore d'écouter, de réapprendre que le temps nous a rattrapé, mais nous avons d'autres occasions pendant lesquelles nous parlons que nous mettrons en application les différents conseils. En tout cas, merci beaucoup à Mme Linda Ray, merci beaucoup à Kenza Benani, merci beaucoup à Michel Wen. Et nous pensons donc que d'ici très peu, on aura l'occasion de se retrouver. Et merci pour tous les efforts et les interventions. Merci à vous tous. Madame Yakema, chapeau. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'était un plaisir. Merci. Merci, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.